Il est vrai que je suis plutôt plus saisi par les personnages de perdants, de gens propres et qui glissent sur cette société, qui n'arrivent pas à y trouver une place. Mais je suis paumée! Paumée, tu comprends? Non, je comprends. Un jour, un producteur s'est pointé, il était américain d'ailleurs, d'origine, et il m'a dit, voilà, j'ai un bouquin formidable de Christopher Frank qui s'appelle La Nuit américaine, et voilà la 5e version du scénario que j'obtiens, il y a 4 metteurs en scène qui sont passés dessus, il a écrit une version lui-même. On n'arrive pas à dépatouiller ce bouquin qui a pourtant eu le prix Renaudot, qui est un livre tout à fait respectable. Est-ce que tu veux pas voir si tu peux pas nous aider pour formuler un scénario cohérent? J'ai lu leurs différentes versions et puis j'ai proposé une solution radicale qui était de leur dire c'est un roman, c'est de la littérature, jamais vous ferez un film de ça, c'est pas possible. Par contre, il y a une chose qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a que 4 phrases sur le mari de l'héroïne, par la suite joué par Romy Schneider. Et pourtant, c'est l'histoire d'un triangle amoureux, à mon sens. Alors, si on peut prendre ce bouquin et le retourner comme un gant, et écrire un scénario à partir de ces 4 moments où on dit qu'il est raté, qu'il collectionne des photos de cinéma et qu'il se suicide, c'est encore une chose de plus, mais je ne sais plus laquelle, ça peut être très intéressant, parce que le livre restera dans les bibliothèques comme bouquin, mais le film sera un film. Hop, 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 et hop. Je suis désolé d'arriver comme ça, mais Hop. votre téléphone est Hop. en panne. Hop. Non, il est coupé. Hop et hop, 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 Oups. pardon, hop. Jacques Dutronc. Il ne faut pas avoir Jacques, si on veut comprendre le film, avec toute la perspective que nous avons depuis 25 ans sur lui, ce qu'il a fait depuis, comment il s'est montré, comment il s'est caché, sa grande spécialité, comment il s'est masqué. À l'époque, comprenez, c'était un gentil chanteur qui avait fait des tubes, Paris s'éveille, qui avait fait un film, le film n'avait pas marché, où il jouait, je sais pas, bon. Et il n'était pas du tout quelqu'un qu'on s'arrachait, qu'on voulait pour le cinéma, du tout, du tout. C'était plutôt, bof, Dutronc au cinéma, ça marche pas. Bon. Et le rôle demandait quelqu'un de très particulier pour jouer un personnage particulier. Alors, ou bien il aurait pu être refait par un acteur de grand talent, c'était possible. Ou bien vous preniez à la source quelque chose qui échappe un tout petit peu au jugement des autres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je m'étais vraiment acharné à voir Jacques Dutronc, parce que je me suis beaucoup acharné à voir les comédiens dans ce film, très souvent contre la bonne volonté des producteurs. Allez. Alors, tu m'embrasses pas? Et Fabio Testi est arrivé à Paris pour qu'on se rencontre. On l'a vu avec Romy dans un restaurant chez Jean-Louis Brialy, je me souviens encore, à l'Orangerie. Et elle l'a haï, mais haï au premier regard. Parce qu'il était venu, c'est un garçon au demeurant tout à fait simple et parfaitement sympa quelque part, mais on lui avait gonflé la tête parce que il n'était même pas acteur, il était cascadeur au départ, parachutiste. Mais il était très beau, très musclé, n'est-ce pas? Alors il était venu pour faire Tarzan à Paris, n'est-ce pas, et emporter Romy Schneider dans ses bras. Voilà. Et elle l'a compris avant tout le monde, elle l'a haï. Et ça n'a pas cessé jusqu'au bout du film. On s'était entendu avec Romy qu'elle allait lui flanquer des baffes terribles. Et c'est une prise, hein, parce qu'il les a prises vraiment. C'était monstrueux. Elle l'a détruit. Elle s'est vengée sa féminité à elle s'est vengée de tout le machisme imbécile qu'il essayait d'apporter dans le film. Donc il n'a jamais rien compris. Et il a fait ce film contre son image, en quelque sorte, mais il avait quand même un instinct prolétaire simple, c'est que quelque part il se disait c'est bien pour moi. Mais j'oublierai jamais la première projection de ce qu'on avait tourné la veille, où il s'est levé de son fauteuil dans la petite salle et il a dit « Où sont mes yeux? Rendez-moi mes yeux !» Moi, Yeyu avec mes yeux.
Alors, on comprend. Il y a toujours une petite lampe sur la caméra en Italie qui éclaire mes yeux, parce qu'il avait en effet des tout petits yeux un peu enfouis et il voulait jouer avec ses yeux. Que la nature décevante a frustré de ses attraits. Moi, que la expédience de mon inventaire difforme et inachevé, tout au plus, à moitié fini, si estropié et si bancal, que les chiens grognent sur mon passage. Je voulais qu'il joue le rôle, le troisième rôle du film, à mort. Enfin, j'avais un souvenir de lui comme du premier Hamlet dans les ruines de Berlin en 1945, que j'ai pas vu, mais dont la légende continuait dans un monde de théâtre dans lequel je vivais beaucoup. Et puis toutes les conneries italiennes qu'il a faites, les spaghetti western, il avait toujours ce visage, ce tempérament, cette folie extraordinaire, et je pensais que c'est l'acteur idéal. Romy était quelqu'un, étant enfant de la balle, qui avait un instinct absolument extraordinaire sur ce métier. Ce métier, c'était son tout, en quelque sorte. Elle a complètement loupé sa vie, si j'ose dire, sa vie sentimentale en tout cas. Elle n'avait pas de vie intellectuelle tellement, puisqu'elle vivait de ça. Elle était totalement féminine dans ce qu'il y a de meilleur et de pire. Et ce qu'il y a de meilleur et de pire, quand c'est une actrice, c'est toujours le meilleur. C'est une conjugaison des choses imbattable. Donc elle payait de sa vie ce qu'elle montrait de beau à l'écran. Romy Schneider, en ce temps-là, était une des stars les plus cotées en Europe, très aimée des Français, et en même temps bizarrement déclinante. C'est-à-dire que son image de charmante jeune fille, gemütlich, comme disent les Allemands, mignonne, n'était plus tout à fait de mise, puisqu'elle avait dépassé le cap des 30 ans, d'un bon moment, et elle était mal à l'aise dans ce qu'on lui propose. Et là, ce fut, je pense, la rencontre d'un sujet et d'une comédienne. Romy a joué pratiquement sans maquillage. Il y a eu un moment de grande frayeur, c'est quand elle a vu les premiers rushs. On s'est dit comment elle va réagir, parce que l'instinct féminin de dire mais mon Dieu, mais vous pouvez pas me montrer comme ça, c'est pas possible. En même temps, je savais qu'elle joue quelqu'un de très beau et que ça passe par son intelligence d'être féminine par ses yeux, que c'est pas une question de maquillage, c'est pas une question de coiffure, qu'elle pouvait avoir ses petits cheveux comme ça, tordus en chignon, ça n'avait aucune importance. Et elle l'a vu. À part son visage extraordinaire, Romy avait un dos sublime. Un dos d'un lisse, d'une forme, les épaules, le cou, qui me frappait beaucoup. Et donc je me suis acharné à demander au costumier de lui échancrer toujours les robes énormément dans le dos. Et pas le faire sur les seins, par exemple. Bon. Je me souviens que Fabio Testi était habillé comme s'habillaient tous les gens contre le régime communiste en Pologne. C'était mon petit clin d'œil. Il portait ses jeans, cette espèce de veste militaire américaine. C'était pas très à la mode à Paris, mais c'était extrême. Pour nous, pour moi qui venais de là-bas, c'était un petit clin d'œil à quelque chose. On est contre et donc il s'habille comme ça. Jacques a été beaucoup habillé de vieilleries qu'on trouvait aux puces. Chacun son petit lot de finesse pour que le caractère soit plus clair, c'est tout. Rien. Si vous voulez, on arrête. J'étais très heureux que Delru fasse la musique de ce film, j'ai demandé. Je lui ai dit, évidemment, on ne va pas faire une copie, c'est pas du tout ça, mais c'est une direction dans laquelle nous ne sommes pas nés d'hier, nous n'inventons pas tout le temps. C'est une direction formidable. Alors humblement, je te demande de suivre cette route. C'était la bonne. Et il a fait ce thème puissant, comme ça, magistral, de grande corde, sur Romy, que j'ai mis à chaque fois comme une espèce de main qui se plaque
sur l'écran et qui enfonce le sentiment. Il a eu beaucoup de mal par contre parce que c'était un homme lyrique. Il a eu beaucoup de mal à faire cette autre musique parce que j'admire dans le cinéma de ces années où je faisais ce film, j'admirais beaucoup Nino Rota et les musiques qu'il faisait pour Fellini qui sont le contraire. C'est des musiques en grincement, en petits commentaires comme ça, un peu comme ça. Hein. Et ça, j'ai demandé les deux. Et ce deux, il n'arrivait pas trop à le faire. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est celui-là. S'il vous plaît. Coupez. Je me souviens que nous avons tourné cette scène, c'est comme toujours à l'envers, on l'a tournée à la fin. Parce que je pensais que si on le tourne au début, Dieu sait quelles seraient les... C'était cru, c'était dur, c'était difficile. Et je ne pense pas que Romy, surtout, ait dès le premier jour assez confiance pour faire ça. Et donc ça s'est passé de la meilleure des façons, extrêmement vite, très bien. Romy était tellement déjà dans son personnage qu'il fallait presque rien dire, n'est-ce pas? Alors que si j'avais essayé de la tourner au début, oh, mon Dieu, ça serait une montagne à grimper. La scène du suicide, elle a été tournée normalement avec une caméra, un acteur et un décor. Très vite d'ailleurs, parce que je me souviens encore que c'était les toilettes d'un cinéma du 15e arrondissement. Et on tournait entre deux séances, parce qu'ils nous ont donné ça un peu gratis, comme le film arrivait à sa fin. Il fallait faire des économies. Caméra à la main. J'avais un caméraman extraordinaire qui était polonais. Il n'y avait pas de Steadicam à l'époque, donc on tournait tout à la main. Et ce type est un génie absolu, puisque la caméra ne tremble pas. Il la promenait à la main, sans aucun appareillage. Par contre, quand on a fini le film, on l'a montré à Gaumont, qui était le distributeur. J'ai reçu une lettre féroce de Gaumont qui a dit que si je ne coupe pas cette scène de moitié, le film ne sortira pas dans leur circuit. Parce qu'une Madame Gaumont s'est évanouie dans la salle Gaumont où on montrait le film. Alors ça devait être une brave bourgeoise, n'est-ce pas, qui n'en pouvait plus. Et il y avait une autre scène qui n'est pas dans le film, qui est une scène à laquelle je tenais beaucoup. C'est une scène qui expliquait fondamentalement les rapports entre le mari et la femme, c'est-à-dire Jacques Dutronc, Romy et ce qui s'était passé avant. C'était une scène où Romy, après la mort de Jacques Dutronc, donc de Jacques, donc dans le film, allait voir les parents de Jacques, qui étaient des pauvres retraités qui vivaient dans un pavillon de banlieue parisienne, très nul comme ça. Et on s'apercevait que c'était des gens qui ne veulent pas en parler, qui d'ailleurs ne comprennent rien à tout ça, ne veulent pas, et qui a un espèce de rejet de cette femme qu'ils considèrent comme responsable. Et on voit qu'il avait un frère un peu demeuré, comme ça, qui était resté à la maison, un peu plus jeune, qui épluchait des patates, un peu comme ça. Et quand, n'ayant pu avoir aucun dialogue avec les parents, Romy sortait de ce pavillon pour la petite gare du petit train pour entrer à Paris. Cette espèce de crétin la suivait comme ça, dans le demi-obscurité, et soudain il lui balançait une pierre dans la nuque. Parce qu'elle était coupable de la mort de son frère. Et Romy la prenait là, on a filmé la scène en entier, et elle a eu ce truc, et puis elle s'est ramassée, et puis elle est rentrée à Paris, ce qui explique extrêmement mieux pourquoi elle va voir Fabio Testi à la fin, elle lui dit, voilà, je t'aime, voilà. Ils étaient tellement choqués par cette scène, et par donc, le suicide de Jacques dans ses chiottes, qu'ils ont exigé que j'enlève cette scène qui durait une minute et demie à peine, et la moitié du suicide. Et je me souviens que j'ai passé une nuit blanche en me disant, qu'est-ce que je fais?
Et j'ai compris que si je ne fais pas ça, je ne m'enlève pas 2 doigts de la main, ils ne vont pas montrer le film parce que ce sont des crétins, des bourgeois, des imbéciles, des riches. Et je me suis dit le matin, bien, ben j'enlève les 2 doigts de la main, mais il y en a encore 8 qui restent et ça c'est le film. Mais j'y pense encore aujourd'hui. Ils avaient tort. Le titre final a été trouvé par un monsieur qui était de la distribution, de l'exploitation du film dans un bureau. Parce que nous parlions tous, je me souviens un soir, de comment articuler la campagne de presse, que dire. Et il disait, mais oui, mais c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Je, ben, excédé, je lui ai dit, écoutez, le sujet, c'est qu'il est important d'aimer, quoi, que l'important c'est d'aimer. Il a dit, ah, voilà le titre, boum. Et j'ai toujours détesté ce titre, mais au fil des ans, de moins en moins, parce qu'il est resté dans les mœurs. C'est un film qui m'est resté très proche par son humanité. Voilà. Et c'est peut-être le dernier sens de ce qui m'en reste, c'est que c'est un film humain et pas inhumain. Voilà.